Bonjour à tous et à toutes, élèves de première. Dans cette vidéo, donc, on va continuer ce qu'on a commencé la fois passée. On a parlé de les mouvements, n'est-ce pas? Et on a vu ensemble le vecteur variation de vitesse. Donc, on voulait dire aujourd'hui la différence ou bien le lien entre le vecteur variation de vitesse et les forces. Car vous savez que l'action mécanique, c'est elle qui va jouer un rôle dans le type de mouvement. Et dans la vidéo avant, on a vu que le lien entre le type de mouvement et le vecteur variation de vitesse. Maintenant, on va voir le lien entre le vecteur variation de vitesse et les forces, l'action mécanique qui agit sur le système. Et pour commencer, on va commencer par quelque chose que vous avez connu que l'année passée, c'était le principe d'inertie. On l'a mentionné dans la vidéo précédente. Le principe d'inertie, c'est effectivement le cas où, si on se rappelle, ça c'est l'énoncé, si les forces qui s'exercent sur un corps se compensent, c'est-à-dire la résultante est nulle, ou bien s'il n'y a aucune force. Ce cas, le fait qu'il n'y ait aucune force, ça c'est un cas peut-être dans l'espace ou loin de toute attraction gravitationnelle. Donc, dans les deux cas, le corps, s'il était immobile, il va rester immobile, et s'il est en mouvement, il va le rester, mais avec un mouvement uniforme, rectiligne uniforme. Le principe d'inertie, si on va le traduire mathématiquement, on va pouvoir dire que si nous avons la vitesse égale à 0, ou bien la vitesse est constante, vitesse égale 0, donc c'est immobile, vitesse est constante, donc c'est un mouvement MRU, donc ça veut dire que la somme des forces, donc sigma c'est le signe somme, la somme des forces on peut aussi l'appeler résultante, la résultante des forces est nulle, et si on voit un peu le delta V égale à 0. Donc, delta V égale à 0, ça veut dire nous avons le cas où le mouvement est MRU, on l'a vu avant, n'est-ce pas? Donc, dans ce cas, on peut dire que nous sommes dans le principe d'inertie. Alors, c'est quoi somme des forces égale 0? Somme des forces égale 0, si un objet est soumis à des forces F1, F2, F3, donc la somme des forces vectorielles, c'est F1 plus F2 plus F3 égale à 0. Et ici, je veux bien dire la somme vectorielle des forces et non pas la somme scalaire. Donc, c'est pas les valeurs qui s'additionnent, c'est les vecteurs. Donc, vecteur F1 plus vecteur F2 plus vecteur F3, si ça c'est égal à 0, donc ça c'est le principe d'inertie. La réciproque, elle est aussi correcte. Si vous voyez la réciproque, donc somme des forces égale 0, on aura aussi V égale 0, ou bien, donc V égale 0 immobile, ou bien V égale constante, donc c'est un mouvement MR. Très bien. Ça, c'est concernant le mouvement uniforme. On va prendre un petit exemple. Un petit exemple, nous avons un palais qui est lancé sur la glace. Il est lancé et on fait plus de force sur lui, on n'exerce plus de force sur lui. On le laisse glisser. Et quand il va glisser, comme vous voyez ici, il va glisser avec un mouvement rectiligne uniforme. Donc c'est une vitesse qui est toujours constante. Voyons un peu quelles sont les forces. Donc ici, je vous rappelle, on va se concentrer sur le lien entre force et type de mouvement et en l'occurrence delta V. Donc quelles sont les forces qui agissent sur le morceau de glace, le palais, plutôt le palais? Nous avons le poids et nous avons la réaction normale. Le poids c'est vertical vers le bas et la réaction du support qui est dans ce cas vertical vers le haut puisque le support il est horizontal. Et si on va faire la somme des forces, donc c'est pas P plus R en tant que valeur, c'est le vecteur P plus le vecteur R. Vous vous rappelez la résultante. Comment faire une résultante de vecteur? Que ce soit force ou bien que ce soit vitesse. Dans la vidéo précédente, on a vu comment faire la somme de deux vecteurs quand on a dit, disons, V4 moins V2. En faisant V4 plus moins V2, et là, on a appliqué la méthode de Charles en prenant le vecteur V4 et puis après, de l'extrémité de V4, on a utilisé le vecteur moins V2, on a tracé moins V2 et le vecteur résultant final, c'est le vecteur joignant la première origine à la dernière extrémité. On va faire pareil pour force. Finalement, la force est un vecteur. Donc, on va dessiner le vecteur P.
D'accord? Et puis le vecteur R, mais d'où on va le dessiner? De l'extrémité de P. Et si on va joindre la première origine et la dernière extrémité, c'est le même point, c'est un point confondu, c'est un même point. Donc on peut dire que P plus R égale à 0. D'accord? Car il n'y a pas de vecteur résultant. Quand il n'y a pas de vecteur résultant, égal à 0. P plus R égale à 0, donc je peux dire que le vecteur somme des forces égale à 0. Et le vecteur somme des forces, ça on a appelé la résultante des forces. Et ça nous jette dans le principe d'inertie, ça nous lance dans le principe d'inertie. Si la somme des forces égale 0, donc le mouvement, s'il est en mouvement, il va rester, mais MRU. Et s'il est en équilibre, il va aussi rester immobile. Donc nous sommes dans le principe d'inertie. Ça, c'est un exemple de principe d'inertie. Euh, bien sûr, le résultat, c'est que le palais, sa vitesse n'est pas modifiée. La vitesse n'étant pas modifiée, donc je peux dire que delta V égale à 0. Et ça, c'est un premier lien entre delta V et force. Donc je peux dire que si le mouvement est uniforme, donc delta V égale à 0, et nous sommes dans le principe d'inertie. Une petite remarque. Si le support de glace il était incliné, est-ce que je peux avoir le principe d'inertie? Donc, avec les mêmes forces, poids et réactions de support, essayons de voir. Donc, on va incliner le support, comme on a dit. Ça, c'est le morceau de glace, le palais plutôt, et ça, c'est le morceau de glace, le support. Les forces sont pas réactions de support, mais cette fois, la réaction de support, elle est étant perpendiculaire au support, donc elle n'est plus dans la même, elle n'a plus la même direction que le poids. Il faut faire maintenant la résultante des forces. On va tracer la résultante des forces. Ça, c'est le poids, donc ça, c'est le poids. Réaction normale, donc de l'extrémité qui est là, où il faut tracer la réaction de support. Et si je joins la première origine à la dernière extrémité, ça va pas être un vecteur nul, car les deux points avant c'était le même point. Là, c'est pas le même point. Donc, il y aura un vecteur qui représente la résultante des forces. Donc, ce vecteur en bleu ici, ça représente la résultante des forces. Et comme la résultante des forces n'est pas nulle, donc ça veut dire que le mouvement, donc P plus R n'est pas nul, donc la résultante des forces n'est pas nulle, donc le mouvement, bien sûr, n'est pas rectiligne uniforme. D'accord? Et ça, c'est effectivement ce qu'on appelle le contraire ou bien la contraposée. C'est un mot un peu sophistiqué, mais pour dire la contraposée du principe d'inertie. Tout simplement le contraire, la négation du principe d'inertie. Qui veut dire que si la somme des forces, elle n'est pas nulle, d'accord, donc la résultante, et toujours je reprends, c'est très important, je ne veux pas que vous fassiez cette erreur de dire la valeur des forces. Donc la somme des forces, elle n'est pas nulle, veut dire que le mouvement n'est pas uniforme, c'est-à-dire que le vecteur vitesse n'est pas constant, il peut changer ou bien de direction ou bien de valeur. Dans le cas de mouvement rectiligne, il ne change pas de direction, donc il change seulement de valeur. Et par suite, le vecteur delta V, le vecteur variation de vitesse, c'est un vecteur qui n'est pas nul. Il y a une question qui se pose ici. Cette question. C'est quoi le lien entre delta V et somme des forces? Est-ce qu'il y a un lien? Donc ce qu'on a vu avant, ici, le vecteur bleu, ça c'est la somme des forces. Vous voyez ici, la somme des forces là, elle a la même direction que le plan. Donc ça va normalement nous donner une petite idée, ou bien une petite, si vous voulez, intuition, que le delta V, qui est aussi parallèle au plan, il a la même direction que la somme des forces. Bon, vous allez me dire, mais monsieur, pourquoi est-ce que c'est vrai que la réaction, elle est de cette valeur, de cette grandeur, de façon à ce que le vecteur bleu sera parallèle? En fait, c'est ça. Ça, c'est la différence. Avant, la réaction normale était à la même valeur que le poids. D'accord? Car c'était horizontal. Donc, P et R égale à 0. Et de même, P plus R égale à 0, donc P égale à R. Mais maintenant,
puisqu'il est incliné, donc la réaction n'est pas assez grande comme avant. D'accord? Car le plan, il est incliné. C'est-à-dire l'effort que le support glace est en train de faire sur le palais n'est pas de la même grandeur. Donc la réaction du support, elle est plus petite. Étant plus petite, donc elle a cette valeur pour que le palais continue à se déplacer selon le morceau de glace. Toutefois, il y a une autre façon de vérifier ceci. Et je vais vous montrer maintenant, euh, vous savez, on a travaillé la fois passée dans le logiciel Tracker. Et le logiciel Tracker, c'est un logiciel qui peut nous aider, nous montrer comment euh, les positions d'une certaine particule. Il y a d'autres logiciels, Avimeka, Avistep, etc. Mais que ce soit ça ou ça, l'important c'est de voir la trajectoire. Ça, c'est une trajectoire, une chute libre parabolique. Déjà, commençons par dire c'est quoi chute libre? Chute libre, c'est le cas où la seule force qui agit est le poids, donc il n'y a pas de frottement. Donc, voyons un peu la petite vidéo ici. Donc, on va lancer un objet avec une vitesse initiale. Donc, on va pas laisser. Voilà. Donc, il a fait tout un mouvement, toute une trajectoire parabolique et c'est pour cela on va l'appeler chute libre parabolique. Si on lance l'objet tout simplement, je prends un objet et je le lance. Il va descendre tout droit. Et ça va être une chute verticale. Donc, dans cette chute libre parabolique, si on prend cette vidéo et on l'analyse et on l'exploite dans le logiciel Tracker ou bien Avimeka ou autre chose, ça va nous donner cette trajectoire qui est en rouge. Et vous savez qu'il y a il y a un endroit où je peux mettre les vecteurs vitesse. Si on a cliqué sur ça, on va voir les vecteurs vitesse. Vous voyez, ils sont toujours comment par rapport à la trajectoire. Donc, ils sont tangents. Et vous savez la méthode de dessiner. Par exemple, si je veux dessiner un des vecteurs, par exemple, pour la position 11, on va dessiner le vecteur qui est là, le V11. D'accord? Donc, si je veux dessiner le vecteur V11, je prends le point M10, le point M12, et je fais M10, M12 sur 2 fois l'intervalle de temps entre chaque deux points. On aura un vecteur qui va forcément être tangent à la trajectoire, le vecteur V11. Très bien. Ça, ce sont les vecteurs vitesse. Pour dire que c'est vrai que les vecteurs vitesse, ils sont tangents à la trajectoire, mais nous allons nous intéresser au vecteur variation de vitesse, qui, en d'autres termes, on peut aussi l'appeler vecteur. C'est pas le vecteur variation de vitesse qu'on peut appeler accélération, mais si je fais le vecteur variation de vitesse sur durée, et ça vous l'apprendrez l'année prochaine, on l'appelle le vecteur accélération. En fait, j'ai mentionné ceci car sur Tracker, vous avez le bouton accélération. Donc, on va cliquer sur les vecteurs accélération pour les faire apparaître sur le schéma ici. On voit le vecteur accélération, ce sont des vecteurs ici qui sont des vecteurs quasi verticaux, plus ou moins verticaux, verticaux vers le bas. Bon. Maintenant, oubliez le mot accélération, mettons un peu le focus sur delta V. Donc le delta V, c'est un vecteur vertical vers le bas. Très bien. Et on n'a pas dit au début que la seule force, c'est le poids, et le poids n'est pas aussi vertical vers le bas. Donc qu'est-ce qu'on vient de remarquer? Que le vecteur variation de vitesse et le vecteur poids, qui est effectivement les forces, je veux dire les forces, normalement c'est une force, mais si même s'il y a plusieurs forces, toutes les forces, la somme de ces forces-là va être un vecteur aussi vers le bas. Donc, conclusion, on va conclure que le vecteur variation de vitesse et le vecteur somme des forces, qui ici dans ce cas seulement c'est le poids, ont la même direction. Plus que ça, plus que ça, bien sûr, un travail expérimental montre que delta V, la valeur de delta V, elle est proportionnelle au poids. D'accord? Donc, on va aller à trouver une certaine formule en delta V et poids, mais ça tombe dans la deuxième loi de Newton. Donc, la deuxième loi de Newton, c'est la loi qui dit que si le mouvement n'est pas uniforme, si les forces ne se compensent pas, alors nous n'avons pas
un mouvement, comme j'ai dit avant, uniforme, et c'est la deuxième loi. On va travailler cette année en première la relation approchée pour cette deuxième loi. L'année prochaine, vous allez avoir la relation complète. Mais déjà, en tant qu'énoncé, on peut dire que si un objet de masse m qui subit pendant une brève durée delta t une force Fi en un seul point mi de sa trajectoire, il va avoir son mouvement qui est modifié. Donc, il ne va pas continuer le même. Cette force Fi qui va provoquer cette variation de vitesse pendant cette durée, elle est proportionnelle à delta V. Et vous voyez, la relation, c'est ça. F égale m fois delta V sur delta T. Donc F vecteur est égal m fois delta V vecteur sur delta T. Si, bien sûr, la masse m, elle est constante, donc ce que nous avons dans ce cas, et le delta T, c'est une durée très particulière, elle est constante, c'est la même. Donc je peux dire que puisque m sur delta T est constante, donc F et delta V sont proportionnels. D'accord? Donc ça, c'est pour parler de la loi de Newton. Je vous donne un exemple très simple. Donc, voyons. Ça, ce premier cas, c'est un mouvement où nous avons un mouvement uniforme. Donc, ce mouvement uniforme, c'est un mouvement où les vecteurs vitesse sont les mêmes. Par suite, delta V vecteur égale à 0. Et comme on vient de dire, le vecteur F égale à 0. Ici, on a dit F2, mais en fait, en n'importe quel point, le résultat des forces est nul. OK? Donc, le mouvement, il est uniforme. Résultant de force nulle, MRU delta V égale à 0. Ici, normalement, il faut mettre 0 vecteur, mais ça va parfois, on peut accepter 0 sans vecteur. Donc, delta V, le vecteur variation de vitesse est nul, veut dire nous sommes dans le premier principe, dans la première loi de Newton ou bien le principe d'inertie, somme des forces égale 0. Si jamais, durant le mouvement, la trajectoire de l'objet, en allant de M1 à M2, on a exercé une certaine force, est-ce qu'il va continuer tout droit? En effet, non. Il va dévier. Et ça, c'est un exemple, par exemple, si on met un aimant ici, ok, cet aimant, il va attirer, et si l'objet ici, c'est un objet en fer ou en acier, il va l'attirer, l'aimant va attirer la boule ou bien l'objet vers lui, donc il va dévier. Donc cette déviation a forcément créé un vecteur variation de vitesse, même si la valeur elle est juste, elle est la même, d'accord? Même s'il n'a pas décéléré, même s'il continue de la même façon, mais de la même valeur. Mais puisqu'il a changé de direction, donc il va avoir forcément un vecteur variation de vitesse, delta V. Delta V ici en marron, le vecteur variation de vitesse. Et effectivement, on va remarquer que le delta V, si on le construit, ça va avoir la même variation, la même direction que le vecteur force, ce qu'on a dit avant, et il est proportionnel. D'accord? Donc, s'il y a une force appliquée à M2, le delta V n'est pas nul, et là, on peut aussi dire que F égale M delta V sur delta T. Donc, cette relation, c'est une relation importante pour ce cas, et on peut l'appliquer. D'accord? Quitte à connaître delta V, maintenant comment on peut avoir delta V? Si vous avez une construction, un enregistrement, vous pouvez le construire comme on a vu dans la première vidéo. C'est bon. On va donner d'autres exemples. Donc, un des exemples qu'on va discuter maintenant, c'est le mouvement des planètes ou bien le mouvement de la Terre autour du Soleil. Et c'est la même chose, le mouvement de n'importe quelle planète autour du Soleil. Qui est un mouvement circulaire uniforme. On va voir pourquoi. Et un deuxième exemple, le mouvement d'un skieur sur une pente. Donc, voyons, premier exemple, le mouvement d'une planète. Mais avant, voyons le mouvement circulaire uniforme, c'est quoi? En fait, ça va être la même chose. Si on est en train d'étudier le mouvement, on analyse le mouvement circulaire uniforme, on peut l'appliquer sur les planètes. Mais on va faire les deux. Donc, commençons par un mouvement circulaire uniforme. Ici, ça c'est un enregistrement. Vous voyez que la distance entre deux points consécutifs, c'est la même. Donc, forcément, la valeur de la vitesse, elle est la même. Donc, ça veut dire que c'est un mouvement circulaire. C'est un mouvement, commençons par dire uniforme. Et puisque la trajectoire, elle est circulaire, donc c'est un mouvement circulaire uniforme. Ça, c'est un enregistrement qui a été fait. On l'appelle aussi, si vous voulez, une chronophotographie qui a été faite. Il y a une échelle ici 1 sur 10. Donc, ça, c'est un travail que vous allez faire plus tard. Je vous enverrai le schéma et tout.
mais je vais vous le démontrer un peu. Donc, l'échelle, c'est 1 sur 10. Donc, si je mesure ici, par exemple, je trouve, disons, 1,2 cm. Donc, 1 cm sur le papier représente 10 cm en réalité. Donc, le 1,2 cm qu'on va mesurer ici, ça va mesurer 12 cm en réalité. Donc, 0,12 mètres. Et la question, bon, ici, dans un premier exemple, on peut calculer la vitesse au point A2 et la vitesse au point A4. Puis après, faire le vecteur variation de vitesse au point A3. Et ça, l'activité, elle a été faite aussi dans la vidéo d'avant. Et l'intervalle de temps entre chaque deux points consécutifs, c'est 20 millisecondes. Puis après, on va dessiner le vecteur vitesse, les vecteurs vitesse et aussi le vecteur delta V avec l'échelle 1 cm de mètre par seconde. Donc, la méthode, vous savez la méthode. On commence par dire M1, M3 sur 2 delta T, on trouve A2, le vecteur vitesse VA2. S'il a une certaine valeur, on divise par 2 pour avoir combien de centimètres et on dessine avec un nombre de centimètres exact. On fait pareil pour A4. Puis je fais V4 moins V2 et on le place sur M3. Je vais vous montrer le travail des élèves comme vous qui ont fait ça, qui ont fait cette activité. Donc, ça, c'est donc le mouvement circulaire uniforme. Il y a un élève qui a travaillé sur le point M3, un autre sur le point M5, un troisième sur le point M15, ou bien A15. Voyons. Donc, qu'est-ce qu'on peut regarder ou bien voir comme une petite remarque ou bien une petite conclusion concernant le delta V? On remarque ici que le delta V qui est tracé là, c'est un vecteur qui passe par le centre O. Le vecteur delta V qui est tracé ici, c'est un vecteur aussi qui passe par le centre O. Le vecteur delta V ici, c'est un vecteur qui aussi passe par le centre O. Donc, vous vous rappelez, dans la première vidéo, on n'a pas dit qu'un dans un mouvement circulaire uniforme, le delta V, tout d'abord, la trajectoire elle est circulaire évidemment, et le delta V passe par le centre. Voilà, on le démontre ici. Donc, dans un mouvement circulaire uniforme, toujours le delta V passe par le centre. Et si on va voir la somme des forces, ok, c'est une force qui passe par le centre. En réalité, comment je peux créer ce mouvement circulaire uniforme? C'est si je prends un palais ou bien sur la table à coussin d'air, on peut prendre un objet ou bien sur une surface verglacée ou bien on peut dire comme le hockey. Sur cette surface où il n'y a pas de frottement, ici on a négligé le frottement, on va relier avec une ficelle un point ici qui est le centre à l'objet et on va lancer l'objet. L'objet en le lançant, puisque la ficelle elle a une longueur constante, donc c'est pas une élastique pour dire qu'elle va s'allonger ou bien se contracter, donc ça va faire un mouvement circulaire. Donc la force ici c'est la force qui est la tension de la corde ou bien de la ficelle, et cette tension c'est une force qui est toujours dirigée vers haut. Donc, on voit que le delta V qui est dirigé vers le haut et la tension T, elle est aussi dirigée vers le haut. Ils ont la même direction. D'accord? Donc, cet exemple, c'est dans le mouvement circulaire uniforme. Voilà, on a dit cette remarque. On va l'appliquer pour le mouvement de la Terre autour du Soleil. Et ça, c'est une activité qui est tirée de votre livre à la page 223. Donc, vous essayez de la faire. Donc, à la page 223, dans le manuel Bordas, vous avez cette activité. Cette activité, de quoi il s'agit? Il y a une Terre qui tourne autour du Soleil. La Terre, c'est pas une Terre, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Il nous donne le rayon, c'est 1,50 fois 10 puissance 8 km. Et ils disent que la rotation de la Terre autour du Soleil, vous le savez bien, c'est 365,25 jours. Vous vous rappelez, dans le chapitre avant, on a la force gravitationnelle. Donc, on dit que la Terre, elle est soumise de la part du Soleil à une force gravitationnelle. Cette force-là, c'est une force centripète, donc qui est dirigée vers le centre de la Terre. La valeur, c'est ça, Gma1b sur d carré. Et on vous demande que, à travers ces données-là, on va essayer d'estimer la masse du Soleil. Donc, on va tracer la trajectoire
de la Terre autour du Soleil. On va supposer que ça c'est la trajectoire. Ça c'est la Terre et ça c'est le Soleil qui est le centre. Et nous avons que ça c'est le rayon. Le rayon il est donné. Donc le rayon on vous a dit que c'est 1,5 fois 10 puissance 8 km. Ça il faut le mettre en mètres pour dire pour appliquer la relation. Donc fois 10 puissance 11 mètres. D'accord? Puis, la vitesse. On dit que, vous savez que la vitesse c'est distance sur durée puisqu'elle est constante, donc on peut appliquer la formule de la vitesse moyenne. Distance sur durée. La distance c'est 2 fois pi fois le rayon, donc le rayon qui est là. Sur la durée c'est 365,25 jours fois 24 heures fois 3600 secondes. Le calcul étant fait, ça va vous donner la valeur suivante, 2,99 fois 10 puissance 4 mètres secondes moins 1. Donc aux alentours de 3 fois 10 puissance 4. Très bien. Cette vitesse, en ce point, bon, si on va supposer qu'elle tourne dans ce sens, cette vitesse, elle est tangente. Mais pour tracer la vraie valeur du vecteur qu'on va prendre, il faut appliquer une échelle. On va choisir l'échelle 1 cm, disons 10 puissance 4 mètres par seconde. Donc ici nous avons à peu près 3,00 fois 10 puissance 4 mètres secondes moins 1. Donc ça va donner, en faisant le calcul, ça va donner 3, donc la longueur du vecteur vitesse est égale à 3,0 cm. Donc on va tracer le vecteur vitesse avec une grandeur de 3 cm, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3 c'est ici, donc ça c'est le vecteur vitesse. D'accord, donc on va oublier cette partie. Ça, c'est le vecteur vitesse. Maintenant, il faut calculer delta V. Delta V, pour le trouver, on est devant deux choses. Un, nous n'avons pas un enregistrement pour savoir le point M1, le point M2, le point M3, etc. Mais, on sait que le delta V, il est toujours vers le centre. Donc, quels que soient les points qu'on prend, le point avant, le point après, le delta V va finalement être vers le centre. Pour cela, on va prendre deux positions au pif. Ok? Et je vais prendre deux positions où les vecteurs sont perpendiculaires. Donc, comme si je prends un quart de cercle, ça, et je prends deux positions où les vecteurs sont perpendiculaires, car si on a les deux vecteurs perpendiculaires, c'est facile à tracer. Et on va prendre cette position, on va l'appeler T1, cette position, on va l'appeler T2. Donc, sur T2, le vecteur vitesse va aussi avoir une longueur de 3 cm. Donc, c'est la même chose. Donc, tangente. 3 cm, ça c'est le vecteur V2 au point T2, donc ça c'était le vecteur V1. C'est bien clair que V1 et V2 sont perpendiculaires car on a pris exprès un quart de cercle. Mais on aurait pu prendre n'importe quel deux points. Ok? Et on va faire le vecteur delta V ici au milieu. Delta V, c'est un vecteur, on sait très bien qu'il passe par le centre. Mais pour faire le delta V, il faut faire delta V, donc comme on a dit, c'est V2 moins V1. Donc c'est V2 plus moins V1. Alors il faut en ce point tracer le V2 qui a une grandeur de 3 cm. 1, 2, 3. Ça c'est le V2. On va tracer de l'extrémité de V2 le vecteur moins V1. Donc ça c'est le V1. Il faut tracer le vecteur moins V1. Donc de là, on fait une parallèle au V1. 1, 2, 3 cm. C'est là. Et le vecteur résultant, comme on va remarquer, c'est un vecteur qui passant par le premier point et la dernière extrémité, c'est un vecteur ici, delta V, qui y a comme direction qui passe par le centre. D'accord? Ce vecteur delta V, si on le mesure avec la règle, donc je vais le mesurer avec ma règle, je vais voir que c'est égal à peu près à 4,2 cm. Donc, si je mesure, en fait 4,3 cm. Donc, on va dire que la longueur du vecteur delta V, c'est 4,3 cm. Ce qui veut dire que delta V, avec l'échelle qu'on a vue avant, ça, c'est 4,3 fois 10 puissance 4
mètres secondes au moins 1. Maintenant, ayant ce delta V, comment je peux aller pour trouver la force? Car nous voulons la masse du Soleil, et la masse du Soleil, elle est définie par la force. Elle est donnée par la force. Donc, il faut aller à la force. Il faut faire une transition à la force. Donc, vous vous rappelez, nous avons dit que la force, la somme des forces, puisqu'il y a ici qu'une seule force, la force est égale à la masse de la Terre, donc la masse du système, fois delta V, donc si je dis en vecteur bien sûr, sur delta T. Donc cette relation, c'est entre la force et delta V. Et si je continue là, donc je peux enlever les vecteurs car F égale M delta V sur delta T, puisque c'est un seul vecteur. Vecteur égale vecteur, donc valeur égale valeur. Et delta V, déjà elle est donnée. Delta T aussi, elle est là. La masse du système, donc ici c'est la Terre si vous voulez, pour ne pas confondre. La masse de la Terre, on l'a pas, mais on va voir comment on peut faire. Donc pour le moment, on l'a pas. Et voyons, la force. La force, nous avons dit que cette force gravitationnelle, c'est G fois la masse de la Terre fois la masse du Soleil sur la distance qui les sépare au carré. La distance qui les sépare au carré, ce n'est que le rayon. D'accord? Donc c'est le rayon au carré, le rayon de la trajectoire. Et on a maintenant cette formule. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Nous avons G mt masse soleil sur R carré égale mt delta V sur delta T. Évidemment, on peut simplifier les mt. On aura que ça ce qu'on veut finalement. Donc la masse du soleil, c'est égal delta V sur delta T fois rayon au carré sur G. D'accord? Donc delta V on l'a, le rayon on l'a, le G c'est donné, 6,67 fois 10 puissance moins 11. Le delta T, donc on a dit que c'est 365,25 années, donc divisé par 4, car on prend la moitié, le quart du cercle de la trajectoire. Et tout ça, ça va nous donner, tout calcul fait, ça va nous donner une masse égale à 1,424 fois 10 puissance 30 kg. Ça, c'est un peu proche à la vraie valeur. La vraie valeur, c'est effectivement 1,99. La vraie valeur, donc celle qu'on donne, fois 10 puissance 30 kg. Il y a un petit écart. Si on fait un calcul d'écart, on trouve que c'est 7,5%. C'est acceptable. D'accord? Donc ça, c'est cette façon qu'on peut, en appliquant d'une part la force gravitationnelle que vous avez appris dans le chapitre avant, et d'autre part, en appliquant le système, la relation approchée. Donc ça, c'est la relation approchée de la loi de Newton, la deuxième loi de Newton. En l'appliquant, et pour faire ça, faire le delta V, la construction correcte, on a trouvé la masse du Soleil. Donc, ayant trouvé la masse du Soleil, cette activité, ça c'est à refaire. Donc, c'est à vous de faire aussi de nouveau ceci. Donc, comme j'ai dit, c'est dans votre livre à la page 223, l'activité. On va passer à un autre exemple. Donc, l'autre exemple, c'est un skieur sur une pente. Nous avons le skieur qui est sur cette pente. Et la question, c'est que, est-ce que le mouvement du skieur, c'est un mouvement uniforme? Quelles sont les forces qui agissent sur le skieur? Donc, on va commencer par dire qu'il y a le poids vertical vers le bas, qu'il y a la tension du fil qui le tient, du câble, ou bien la force de la tige, si c'est une tige. Et il y a la réaction de support, c'est une réaction perpendiculaire à la piste. D'accord? On va voir. Si la somme des forces est nulle, donc le skieur est en MRU, non, sinon il sera en MR varié. Donc on va tracer T, de l'extrémité de T, on va tracer le P, et de l'extrémité de P, on va tracer la réaction. D'accord? Est-ce que les points se sont joints? En fait, non. Donc il y a une résultante. La résultante, c'est ça. Ça s'appelle sigma F. Donc sigma F, c'est lui la résultante, c'est elle la résultante des forces. Et si je remarque la sigma F, comme on a dit avant, le sigma F doit avoir la même direction que delta V. Donc
toujours, ne perdez pas de vue cette notion, que delta V et sigma F sont toujours même direction, car ils sont proportionnels reliés par la relation qu'on a vue avant. Donc, je peux déduire que si je prends le point M comme étant le centre du système, le skieur, en ce point M, le delta V aura la même direction que sigma F, parallèle. Bien sûr, c'est pas la même valeur car on vient de voir si F c'est pas égal à delta V, F égale M delta V sur delta T. Et le mouvement et les rectilignes variés puisqu'il y a un delta V. D'accord? Pour construire la somme vectorielle de plusieurs forces, donc c'est peut-être pas la première fois qu'on voit ça, il y a le livre, il y a dans votre livre à la page 420, la fiche méthode 17 aussi ça vous aide. Ok? Comme ici je vous montre un petit rappel rapide. Si nous avons trois forces F1, F2, F3, on va faire leur résultante. Donc on peut commencer par n'importe quelle force en dessinant F1, puis de l'extrémité de F1, F2, puis de F3, et je trouve la résultante. Ici, il faut qu'il y ait les vecteurs. Il y a quelque chose qui manque ici. Mais en tout cas, ça, ce sont comment je dessine. Et finalement, le dernier paragraphe de ce chapitre, c'est le rôle de la masse. Le rôle de la masse dans le mouvement. Donc, puisqu'on a dit que F égale M delta V sur delta T, bien sûr, la masse est en train de jouer un rôle. Le rôle dans le mouvement. Ici, nous avons trois personnes qui vont souffler. Normalement, on va dire que c'est de la même force. Ils vont souffler sur trois balles, trois petites boules. Une en acier, une en bois et une peut-être balle de ping-pong. D'accord? La question, si nous avons la même force, laquelle des balles va aller plus loin ou bien va accélérer ou bien va avoir une vitesse, sa variation de vitesse sera plus grande. D'accord. Je vais vous montrer une vidéo. La vidéo, c'est beaucoup plus sur une expérience qui se fait dans une navette spatiale ou bien dans une station spatiale. Vous savez que dans une station spatiale où la pesanteur est plus ou moins négligeable, les personnes flottent. Ça, vous le savez. Il est en train de soulever son ami. En fait, il ne fait pas d'effort pour le soulever. Aucun effort. Parce qu'il déjà, il flotte. Mais quand il est sur Terre, c'est beaucoup plus difficile à cause. Donc, le poids est différent. La masse, c'est plus ou moins la même. Et alors, c'est quoi le rôle de la masse? Donc, voyons. Voilà, il va faire l'expérience avec deux balles, une en bois et une en cuivre. Bien sûr, la balle en bois, elle va aller plus rapidement. Et dans cet exemple, voilà. Donc ici, on voit très bien que l'objet où la variation de vitesse était plus grande, c'était pour la balle en ping-pong. Puis après celle en bois et puis finalement celle en acier. Effectivement, car la masse de la balle en acier est plus grande. Alors, le rôle de la masse ici joue un rôle très important. La masse, elle est ce qu'on appelle l'inertie de l'objet. Une inertie de l'objet, ça veut dire la capacité pour que l'objet puisse résister à tout changement d'état, tout changement de son état de mouvement ou bien de repos. Donc, si l'objet est au repos, s'il a une très grande masse, c'est difficile à le mettre en mouvement. Mais s'il a une petite masse, c'est facile à le mettre en mouvement. Ou bien, si un objet est en mouvement, s'il a une grande masse, c'est difficile de lui faire varier le mouvement en lui variant ou bien la vitesse ou bien la trajectoire. Mais si l'objet il a une masse trop petite, c'est facile pour lui faire varier le mouvement. D'accord? Donc, ça, c'est un exemple concernant la masse. Et on va enchaîner sur la théorie. Donc, on a cette formule. Somme des forces égale m delta V sur delta T. Essayons de voir le rôle de la masse sur le delta V. Donc, on va isoler delta V. On va avoir delta V est égal delta T fois somme des forces sur masse. OK? Donc, de là, si nous avons la même force, alors pour une grande masse, le delta V est petit. Delta V et m sont inversement proportionnels.
Et de là, on peut dire que si la masse augmente, la variation du vecteur vitesse est plus petite, le mouvement est moins modifié. Et ça, c'est la notion que je vous ai expliquée avant, que quand un objet il a une très grande masse, on dit qu'il a une grande énergie, donc c'est difficile à lui faire changer le mouvement. D'accord? On va se placer devant deux cas et on clôture ici. Donc, un premier cas, si nous avons deux objets qui ont l'un a une masse double de l'autre, d'accord? Et si j'exerce sur ces deux objets la même force, comme par exemple quand il a soufflé sur les boules. Donc la même force, donc l'objet qui va aller, dont la valeur dont la vitesse va changer, ça va être l'objet qui a une plus petite masse. Vous voyez ici, M1 est plus petite que M2. M1 c'est la moitié de M2. Et la variation, donc delta V1 est le double de delta V2. D'accord? Donc, si delta V1 est le double de delta V2, ça veut dire il va accélérer plus rapidement. Vous vous rappelez quand on a dit dans la première vidéo la relation entre delta V et accélération. Donc, si nous avons delta V le même sens que le vecteur vitesse, donc c'est accéléré. Et plus que delta V est grande, plus il accélère. Plus l'accélération est grande. Un deuxième cas, si nous avons les mêmes objets, donc masse M2 elle est le double de masse M1, mais ici nous voulons qu'ils accélèrent de la même façon. Donc si je veux par exemple j'ai une voiture, je vais la démarrer et on veut deux voitures qu'on va démarrer et ces deux voitures euh, on va leur il faut qu'ils aient la même vitesse après un certain temps. Donc ils vont accélérer de la même façon. Donc pour quelle voiture ou bien sur quelle voiture on va exercer plus de force? Évidemment sur la deuxième voiture, la masse qui a la voiture qui a une masse plus grande. Car effectivement, comme on a dit ici que le delta V est inversement proportionnel à n, si je vois dans cette formule, pour la même delta V et la même delta T, le sigma force est proportionnel à n. Ok, donc pour savoir la variation, il faut toujours se référer à ces deux relations. Bien sûr, celle-ci découle de celle-là. Donc, en fin de compte, la relation importante qu'on a appelée la relation approchée de la deuxième loi de Newton, c'est sigma force égale m delta V sur delta T. Voilà, le chapitre est terminé. Donc, la vidéo peut-être c'est un peu longue parce que peut-être j'ai dû faire plusieurs rappels en cours de route. C'est bien, c'est bénéfique en fait de vous rappeler les trucs de la première vidéo. Ce chapitre il est très important, ça vous lance trop dans la mécanique. Et voilà, c'est ce que j'ai à vous dire. J'espère que vous avez bien compris. Si toujours vous avez des questions, vous pouvez me les poser ou bien en écrivant dans les commentaires en bas ou bien quand on va se retrouver. Et j'espère que vous allez passer de bons temps. À très bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain chapitre.